Bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est Riquet, très content de te retrouver. Désolé, j'ai la voix un peu cassée parce que je sors d'une bronchite. Je ne sais pas si ça s'entend vraiment au micro, mais c'était important pour moi de prendre le temps aujourd'hui de te parler de l'entreprise Soitec qui, je pense, peut nous présenter des belles opportunités pour l'avenir, que ce soit dans du trading ou de l'investissement moyen long terme. Je vais te partager ici mon opinion, mon avis, le contexte dans lequel nous sommes. On va s'appuyer bien sûr sur des données fondamentales pour essayer de voir si l'entreprise vaut le coup ou non et quels sont les potentiels red flags à avoir pour éviter, ou plutôt éviter, mais avoir en conscience en tout cas des potentiels risques. Et puis on ira voir bien sûr l'aspect graphique qui tient à cœur pour voir si on a des belles opportunités, des belles fenêtres de tir, quels sont les différents objectifs et niveaux que l'on peut viser. Donc essayer de faire une étude assez complète et à la fin que tu puisses répondre à cette question. Selon toi, faut-il acheter ou pas cette action? Bien évidemment, petit disclaimer, tout ce que je te présente ici, c'est par rapport à ma façon de voir les choses, par rapport à mes stratégies et comment j'aborde les marchés. J'ai certains indicateurs que je pondère plus fort que d'autres. Mon objectif, c'est pas de te dire lesquels, c'est plutôt de te montrer différents outils qu'on peut utiliser pour essayer de se faire une idée. Charge à toi de te créer ta stratégie. Ta stratégie, elle doit dépendre non pas de quelqu'un d'autre, elle doit dépendre de tes objectifs, de toi. Pour ma part, je dis pas que je n'en ai pas, mais j'ai pas vraiment de valeur cyclique, j'ai pas vraiment de valeur à dividende. En tout cas, c'est pas pour ces raisons-là que je les ai en portefeuille. Je cherche des valeurs de croissance, des valeurs qui ont plutôt des actions qui ont plutôt un avantage concurrentiel parce que ça correspond à mes objectifs et mes envies, mes façons de faire. Ça veut pas dire que c'est le mieux, c'est tout simplement, à mon sens, le plus optimisé pour moi et pour ma façon de faire et dans les croyances que j'ai. Bien évidemment, chacun est différent, chacun a des objectifs différents également. Donc, bien évidemment, et tes propres prises de décision et reste responsable de toutes les décisions que tu fais. Concernant l'entreprise Soitec, pourquoi je l'aime bien? Tout d'abord, parce que c'est une entreprise française. C'est déjà un premier point. Entre nous, c'est pas du tout ce qui fait que j'achète une entreprise ou pas. Mais ça reste toujours intéressant d'avoir des belles entreprises dans notre beau pays. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle est dans le secteur des semi-conducteurs, qui lui est un secteur très porteur, puisque on a énormément de secteurs d'activité qui pivotent et qui ont besoin finalement des semi-conducteurs. Les smartphones, l'informatique, l'intelligence artificielle, l'automobile, tout ce qui est médical, la data, même, bref, c'est extrêmement large, l'intelligence artificielle, je ne sais plus si j'en ai parlé, évidemment. Donc, c'est un secteur qui est porteur et dans les secteurs porteurs, généralement, celles qui font les plus belles performances, c'est les meilleures entreprises de ces secteurs. Et donc, c'est important de les identifier, mais aussi de les payer au bon moment. Donc ça, c'est plutôt pour la présentation de Soitec. Actuellement, où est-ce qu'on en est pour Soitec? Et c'est ça qui m'intéresse. C'est qu'actuellement, Soitec connaît une aventure en 2023 qui n'est pas en tout cas, qui n'est pas forcément dans la continuité de ce qu'elle a pu connaître. On a un marché du smartphone, notamment, qui s'est un petit peu contracté, comme le dit très bien cet article. L'entreprise, c'était où? En raison de la correction au cours des stocks des smartphones, la société a réduit ses prévisions pour l'exercice 2024. Oui, j'en profite pour le dire d'ailleurs, Soitec, contrairement à beaucoup d'entreprises, clôture son résultat fiscal, donc annuel, en mars 2024, donc pour l'année 2023. Donc on n'a pas encore les résultats officiels de l'année 2023, je dirais même de l'année 2023-2024, puisqu'ils seront clôturés au 31 mars et publiés, je crois, le 22 mai, où on aura officiellement les résultats donc, et les performances de Soitec sur cette année. En revanche, ce que l'on sait, c'est qu'on a déjà 3 trimestres qui ont été publiés, et effectivement, on a des chiffres d'affaires qui sont revus à la baisse, en tout cas qui sont moins bons déjà pour se annoncer, et même les prévisions sont un petit peu en deçà. Mais est-ce que ça remet tout en question? C'est ça qui est important de voir. Et parfois même, ces baisses de chiffre d'affaires, alors bien sûr c'est bien quand ça ne se répète pas, et je vous confirme que je préfère voir des chiffres d'affaires qui évoluent à la hausse plutôt qu'à la baisse, mais ça peut permettre aussi de trouver des bonnes opportunités pour rentrer dans des entreprises comme celle-ci par exemple. J'avais identifié moi en 2021 cette entreprise Soitec, donc que j'ai mis dans ma liste de surveillance. J'avais eu différentes opportunités pour rentrer, je ne l'avais jamais fait. Peut-être qu'actuellement je trouve qu'on est sur un meilleur contexte avec des PER qui sont plus intéressants en tout cas qu'à l'époque qui était monté jusqu'à 80 je crois de mémoire. Donc forcément ça apporte ici de belles configurations. Donc comprendre qu'on est dans un marché qui est porteur, mais comme très niché par rapport au smartphone qui est un petit peu plus en contraction, finalement on a ici un Soitec qui pâtit un petit peu de cette configuration, bien que les perspectives de croissance soient toujours au rendez-vous d'ici 2 à 3 ans. Et comme on va voir ici plutôt du grand swing ou de l'investissement moyen long terme, c'est surtout ça finalement qui nous intéresse, bien évidemment en se basant sur les résultats dernièrement. Donc on est dans un contexte qui n'est pas forcément le meilleur, mais il y a quand même des perspectives de croissance qui sont importantes. On ne va pas passer tout notre volet sur l'analyse ici sur Soitec. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de rentrer dans le détail. Pour cela, on va aller tac, ici,
dans la présentation de l'entreprise, avec notamment ici les secteurs sur lesquels elle agit. Elle agit principalement en Asie, ce qui fait sens par rapport notamment à ses ventes auprès des acteurs smartphones. Et on voit aussi qu'elle regroupe l'Europe et les États-Unis. Il faut savoir que 92% de ses ventes sont hors de France. Donc dans l'Europe, même la France ne représente finalement pas grand-chose. Ça, c'est un point qui était important. Décidément, il va me réactualiser la page tout le temps. Vous avez ici les différents dirigeants. Alors, voilà, ce n'est pas forcément des dirigeants qui sont là depuis extrêmement longtemps. C'est pas forcément quelque chose auquel j'accorde énormément d'importance, mais c'est vrai que c'est toujours bien quand on a une entreprise familiale ou des dirigeants qui sont là depuis extrêmement longtemps. Bon, bah, il y a du turnover aussi. Ce qu'il faut, c'est voir un petit peu d'où viennent ces différentes personnes. À titre personnel, je ne les connais pas, mais voilà, on peut se poser des questions. Quant aux différents profils, je vous laisse inspecter ça de votre côté. On peut regarder également qui sont les actionnaires. Donc, on a BPI France à hauteur notamment de 11% dans le capital et d'autres entreprises comme notamment Amundi à plus faible valeur, pardon. Et on a un gros groupe chinois ici à quasiment hauteur de 10%. Donc, déjà, deux actionnaires qui, à eux deux, représentent 20% de la part de participation dans le groupe. Concernant les autres grosses données qu'on va observer et que j'aime bien, on a la capitalisation boursière qui est relativement petite, on pourrait le dire ainsi, moi qui me plaît bien. Ce qui m'intéresse bien évidemment, vous le savez, c'est de regarder le bénéfice par action et le PER qui sont des bons indicateurs de valorisation. Bénéfice par action, plus il est croissant et surtout qu'il connaît une croissance continue dans le temps, plus ça me plaît à titre personnel et c'est le cas sur cette entreprise. Alors on a 2020 voilà, ça a été moins bon. Bon, forcément, on a tous eu le Covid et on a tous connu l'impact pour les semi-conducteurs avec notamment l'Asie. Donc forcément, ça a un petit peu pâti. Mais ici, on voit bien quand même une croissance de ce bénéfice par action qui est clairement soutenue. Certes, un petit peu en contraction, mais du 6,11, c'est quand même excellent pour un bénéfice par action. Moi, j'aime beaucoup ce type de performance. Et surtout, au niveau, si on reprend le PER, puisque c'est important d'avoir le bénéfice par action pour calculer le PER, en tout cas on peut passer par là, on est à un petit peu moins de 21 fois les bénéfices. On voit également que ça a bien dégonflé puisqu'on était à 83, 31 et donc on a ce bénéfice par action qui dégonfle un petit peu, ce qui fait pas de mal et ce qui peut permettre du coup de trouver une jolie opportunité d'entrée à ce niveau-là. Voilà pour les grandes lignes et les grands chiffres. On va repartir sur Zone Bourse pour voir un petit peu les différents chiffres qui me plaisent sur comment vous expliquer sur cette entreprise. Ce qui me plaît, on va aller directement dans le compte de résultats, c'est de voir les marges. Les marges, c'est toujours ce que je regarde quasiment en premier. Alors certes, l'évolution du chiffre d'affaires, mais surtout les marges en réalité, parce qu'un chiffre d'affaires peut augmenter si plutôt les charges progresse plus vite que le chiffre d'affaires, ça n'a pas grand intérêt. Donc vraiment, ce qui est important, c'est de voir les marges. Et sur la marge, alors ils nous ont pas mis la marge brute ici. Sur la marge brute, je crois qu'on est à quasiment plus de 35%. C'est très intéressant parce que dans les marges brutes, Warren Buffett aime bien au-dessus de 40. Voilà, moi, je lui laisse un peu plus de place à cette marge brute. J'aime bien regarder au-dessus de 30. Et effectivement, on avait plus de 30 en marge brute. Au niveau de la marge d'exploitation, on est à 24. Et ce qui est très intéressant sur la marge nette, même si elle risque d'être un petit peu en déclin sur la prochaine année, parce qu'on l'a dit, il y a une contraction, ça n'empêche qu'on est sur des marges extrêmement importantes. Et finalement, même si on a une contraction du chiffre d'affaires, on reste quand même sur des très belles marges, sur des niveaux qui permettent de voir qu'on a probablement un avantage concurrentiel sur ce type d'entreprise. On a un free cash flow qui est un petit peu en baisse sur cette année 2023. Donc pareil, on verra un petit peu ce qu'il en est officiellement lors de la publication. J'attends de voir. Ça reste quand même des free cash flow qui sont relativement intéressants à ce niveau-là. Dividendes par action, ça c'est génial. Il n'y en a pas. Moi, c'est vraiment des éléments que je recherche dans les entreprises sur lesquelles j'investis parce que je préfère que les entreprises conservent tous les bénéfices pour continuer à développer, pour continuer à aller chercher de la performance et faire grossir et développer, quitte à être payé plus tard pour nous en tant qu'actionnaires. Clairement, les dividendes, ce n'est pas du tout un critère de choix. Loin de là, d'ailleurs, je suis même très à l'aise à acheter des entreprises, au contraire, qui ne payent pas de dividendes, comme Amazon par exemple. C'est vraiment top de chez top, moi j'adore ça. Alors ce qui est intéressant, je vague un petit peu entre les deux parce que en fonction des présentations, il y a des choses que j'aime bien montrer parce que je trouve ça plus ou moins clair. Mais dans justement cet espace, cette chose pour voir si l'entreprise verse des dividendes. Déjà, il suffit de voir s'il y a un rendement sur dividende. S'il n'y en a pas, ça veut dire que il n'y a pas de dividende. Alors attention, ça ne veut pas forcément dire que c'est une bonne chose qu'il n'y ait pas de dividende, ça peut dire que c'est il n'y a pas de bénéfice dans l'entreprise. Alors là, on l'a vu, les bénéfices sont très bons, il y a des très bonnes marges, donc ce n'est pas forcément cette raison-là.
qui est intéressant, c'est de voir du coup qu'est-ce qui fonde ces bénéfices et est-ce qu'ils sont surtout en augmentation. Est-ce qu'on réinjecte finalement, est-ce qu'on valorise notre entreprise? Et c'est ça qui m'intéresse. Donc total désavoir, j'aime pas trop comment ils l'ont traduit, mais peu importe. On va pouvoir aller fouiller ici dans le bilan et dans les capitaux propres. On retrouve bien dans les bénéfices non distribués une augmentation progressive ici, très intéressante de ce bénéfice non redistribué, ce qui montre bien que l'entreprise se valorise. Et ça, forcément, eh bien, quand une entreprise conserve comme ça ses bénéfices non redistribués, ça la permet de se développer et surtout, bah, c'est comme ça qu'on s'enrichit sur le moyen long terme. Donc forcément, c'est extrêmement intéressant. Autre aspect, je reviens sur cet aspect, c'est de voir un petit peu qu'est-ce qu'elle fait du coup de ces actions. Alors là, il n'y a pas forcément les données que je préfère voir, donc c'est pas forcément un red flag, mais j'aime bien en parler quand même. C'est quand on va sur le cash flow, donc je rappelle, le cash flow est composé de 3 composantes, tout ce qui va être lié aux activités d'exploitation, donc il y a tendance à être positif si on a une entreprise qui est rentable, des activités liées aux investissements qui ont tendance à être négatives puisqu'on va investir, donc ça fait baisser bien évidemment la trésorerie, et puis ensuite les activités liées au financement. Et concernant les activités justement liées au financement, on va avoir ici les émissions et retraites d'actions. Alors ce qui est intéressant, c'est quand on a des rachats d'actions. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime voir. C'est pas le cas chez Solitech. Bon, ok, peut-être qu'elles estiment que c'est encore un peu trop cher pour acheter leurs actions, pour ça qu'elles prennent le temps, c'est peut-être pas dans la politique de l'entreprise. Tout ça pour dire que c'est quelque chose, si vous le voyez, qu'on voit une entreprise qui rachète ses actions, c'est plutôt bon signe parce que ça réduit le nombre d'actions en circulation et donc ça augmente pour nous le bénéfice par action. Pour l'instant, ce n'est pas forcément un sujet, je trouve, à titre personnel, mais ça restait important de le voir. Je refais un bond dans le bilan pour parler d'un aspect qui est pour moi vraiment un des aspects que je préfère voir dans les actions sur lesquelles j'investis, c'est de voir cette dette nette qui est négative. On pourrait même parler plutôt de trésorerie nette. Alors, comment elle se calcule cette dette nette et pourquoi elle est négative? Eh bien, tout simplement, on va prendre le total des dettes à long terme. Donc, pour cela, vous allez dans le total des passifs et vous faites les passifs immobilisés, vous regardez la dette ici, donc on voit que la dette, elle augmente. Alors voir que la dette, elle augmente, c'est pas forcément une problématique à partir du moment où l'entreprise est extrêmement rentable, qu'elle fait suffisamment de marge, parce que finalement, on va pouvoir servir peut-être de la dette comme levier pour faire encore plus de performance et de croissance. Ce qui est important, c'est de voir si est-ce que cette dette, elle est contrôlée. Et elle est complètement contrôlée, puisque cette dette à long terme, bien qu'elle augmente, pourrait être payée, donc à long terme, ça veut dire supérieur à 1 an sur ce qui reste à rembourser, pourrait être payée sur la totalité, grâce, pardonnez-moi, aux liquidités actuellement disponibles dans cette entreprise, à savoir 660 000. Alors ça, c'est parce qu'on est en semestriel. Donc si je me mets ici en annuel, vous voyez par exemple sur 2022, on avait 788 millions de liquidités disponibles et la dette à long terme était de 578 millions. Donc si on devait liquider cette dette, on pourrait le faire et on aurait encore d'ailleurs du cash disponible, ce qui est vraiment un top critère dans les recherches d'entreprise que j'affectionne à titre perso. Donc voilà quelques éléments supplémentaires qui me font dire que tout ça est plutôt très intéressant. Les marges nettes, on en a parlé. Du côté de la trésorerie, donc on l'a dit, un trésorerie net, ce qui n'était pas le cas jusqu'à 2021, on a trouvé une trésorerie nette, du free cash flow, le return on equity, donc le retour sur capitaux propres, qui est hyper intéressant, au-dessus de 15, c'est vraiment excellent. On a un ROIC, alors c'est le capital investi, je crois, qui est autour de 12. Je ne l'ai pas ici, mais je l'avais trouvé sur Guru Focus, je crois. Peut-être d'ailleurs que je l'ai encore ouvert. Oui, il est là. ROIC, il est de 16,38. Donc vous voyez, on est sur vraiment des très très bons ratios et ça c'est vraiment intéressant. Alors c'est quoi le ROIC? Le retour sur capital investi, c'est combien on a quand on investit en tant qu'actionnaire, quand on met de l'argent dans cette entreprise, quel retour j'ai. Et forcément, c'est hyper important pour les actionnaires d'avoir un retour sur investissement et 16%, c'est plutôt un très bon retour sur investissement, comme vous pouvez vous en douter. Donc voilà pourquoi on a une entreprise qui est très bonne. On pourrait se poser la question du CAPEX sur le CA. Alors CAPEX, c'est tout ce qui est investissement pour développer l'entreprise, investissement plutôt long terme. Ils sont relativement élevés, même si ça reste 20% du chiffre d'affaires. Pour une entreprise qui produit, finalement, c'est pas énorme, je trouve, à titre personnel. Donc beaucoup d'éléments, finalement, quand on regarde ça, on a une entreprise qui dégage des marges, qui est certes dans un contexte un petit peu difficile, c'est un petit peu mon red flag, qui conserve les bénéfices et qui les fait croître, qui dégage du cash. Mais pour l'instant, pour moi, tout ça me fait dire que c'est quand même une plutôt très bonne opportunité et ça me donne donc envie d'investir. Concernant maintenant, parce que c'est important, le graphique. Le graphique, je l'ai commencé à le travailler pour vous. On a eu une très forte hausse suite à la période Covid notamment, puisque derrière, il y a eu une très forte demande, une accélération énorme avec, je vous l'ai dit, un PER qui avait explosé de l'ordre des 80 et plus. Et puis finalement, on est revenu ranger
On voit bien ici cette phase de pause, de consolidation qui se fait où on oscille finalement entre les 119 et les 170, hein, pour faire simple, 120, 170. Et finalement, eh bien, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, je trouve que c'est une entreprise qui est intéressante à payer. Intéressante à payer. Alors bien évidemment, on peut la payer encore un peu cher puisqu'on est à 20. Maintenant, payer un PER de 20 dans le monde dans lequel nous sommes actuellement, c'est pas forcément quelque chose qui me dérange. Et surtout parce qu'on l'a vu, c'est une entreprise qui est très rentable, qui a de très belles perspectives. Pardonnez-moi, j'ai la bronchite qui reprend le dessus. Très belle perspective d'évolution. Et puis parce que techniquement parlant, bah, on est sur un énorme support, une énorme zone de polarité qu'on était venu chatouiller ici en 2022. On avait légèrement méché pour finalement réintégrer. Et mon objectif, et vous l'avez vu, je suis d'ailleurs rentré hier. Bon, au moment où j'enregistre cette vidéo, j'avais l'envie de payer sur les 120, donc j'ai une petite alerte, je suis payé à 120,30 et j'ai commencé à créer une ligne parce que j'estime qu'on est dans une superbe entreprise fondamentale, dans un secteur qui reste porteur. Alors oui, on a des entreprises qui sont mieux orientées, mais j'espère ou je m'attends effectivement avec le développement aussi de la 5G, notamment du côté des smartphones, et avec les niveaux qu'on a, à trouver cette entreprise extrêmement pertinente, pardonnez-moi, pour la payer. Et donc, pour ma part, ça en fait une excellente entreprise sur lequel je souhaitais investir et commencer à me positionner sur un secteur, certes, qui est très haussier, donc c'est compliqué de rentrer actuellement sur les semi-conducteurs. Et là, je trouve qu'on a une belle opportunité. Alors, on peut aussi se poser la question du pourquoi celle-ci est en retard. Je pense que c'est plutôt par rapport à la niche dans laquelle elle s'est mise, ce qui fait qu'elle a été un petit peu délaissée ces derniers temps. Ça n'empêche qu'avec tous les indicateurs fondamentaux qu'on a vus, je la trouve très pertinente. Je n'ai pas fait de Fibonacci, mais on aurait très bien pu le faire sur les 0,618 de la dernière hausse, donc ça en fait d'autant plus un niveau extrêmement intéressant. Donc dans les opportunités d'investissement, pourquoi pas rentrer ici pour créer une petite ligne. Si on vient descendre et on vient casser, alors attention, on risque de corriger un peu plus fortement, donc on a des possibilités de sortir ou d'alléger sa position. Ça c'est pareil, c'est vous qui voyez comment vous souhaitez faire. Sur le long terme, c'est très compliqué. En revanche, sur un petit swing ou day trading, rien ne nous empêche d'essayer d'aller chercher, vous voyez, sur ces niveaux, la borne du dessus, pourquoi pas venir chercher un joli 39% de performance. Si on parle de RR, en fonction de là où on souhaite se positionner, on peut mettre le stop loss un peu plus court. On a des ratios entre 2 et 2,5, 2,8 qui peuvent être extrêmement aussi intéressants. Donc moi, je suis très à l'aise ici à avoir payé, plutôt pour la garder moyen long terme, cette action, la faire travailler dans mon portefeuille et quitte à voir si finalement, vous voyez, on a une petite réaction haussière et finalement, ça ne reprend pas tant que ça le marché, que c'est un petit peu lourd, pourquoi pas s'alléger, prendre des profits. Si ça continue, tant mieux, on sera dedans. Sinon, faire une rotation et aller chercher, encore une fois, d'autres actions. J'en profite pour te parler également de la solution que j'utilise pour acheter des actions. Alors, soit tu peux le faire sur ton PEA. Si tu n'en as pas, tu as 2 giros. Je te mets un lien en description qui va te permettre, ne t'échappe pas, qui va te permettre jusqu'à la fin du mois de mars de pouvoir obtenir jusqu'à un bon d'achat de 100 euros en cashback. Donc, tu as jusqu'au 30 avril, je crois, pour faire tes achats et tu auras jusqu'à 100 euros de cashback. Donc, c'est pas insignifiant quand on démarre. C'est toujours ça pour bien démarrer justement et éviter de dépenser bêtement. Si tu veux soutenir la chaîne, tu peux le faire. Tu passes par mon lien. Ça fait toujours plaisir. Tu vois que les frais sont extrêmement faibles. Sur les ETF, on a 1 euro. La plupart, en tout cas, des ETF, c'est 1 euro de gestion. Pour acheter des actions US, c'est 2 euros, c'est vraiment pas cher du tout du côté de DeGiro. Moi, c'est quasiment le meilleur compromis que j'ai eu. Je te mets également un lien vers Trading 212 si tu le souhaites. Ça permet d'acheter des portions d'actions. Quand par exemple, on a des actions qui sont trop chères par rapport à son portefeuille, ça peut être intéressant de se diversifier. Donc, je te mets également un lien si tu veux. Profitez, on se partagera une action gratuite, c'est toujours ça. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle est la prochaine action que tu souhaites que j'analyse. Je le ferai avec grand plaisir. Bon trading, bon investissement, reste prudent sur le marché. Ciao.